Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et de David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Alors, Monsieur Pierre Norris, veuillez lancer les hostilités. Oui, j'ai décidé, moi, de vous parler aujourd'hui d'un livre, en fait, qui est en 6 tomes, 6 volumes, mais j'ai seulement emmené le premier pour... Parce que c'est le seul que t'as lu. Non, c'est pas ça. C'est bien comique. Non, je les ai tous lus, mais j'avais juste pas envie de traîner les 6 livres avec moi. C'est le premier tome des Mémoires de guerre de Winston Churchill. En fait, Mémoires de guerre, c'est le nom de la traduction en français. À l'origine, le livre s'appelle The Second World War. Il a été publié, évidemment, après la guerre, une fois que Churchill était retourné dans l'opposition. Churchill, bon, il a perdu ses élections en 1945 après que l'Allemagne ait capitulé, mais avant que le Japon ait capitulé. Et il a commencé à écrire à ce moment-là ses mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé à les publier en 1948. Il a achevé ça en 1953, alors qu'il était revenu au pouvoir à ce moment-là. Il avait battu la gauche. Donc, c'est une œuvre monumentale et c'est vraiment ça, je pense, qui est venu consacrer l'œuvre l'œuvre complète de Churchill, qu'on connaît évidemment par sa carrière politique, mais c'est aussi un grand écrivain. Il a reçu le prix Nobel de la littérature ensuite dans les années 50. Je pense que c'est vraiment essentiellement à cause de ça, mais aussi à cause de son œuvre complète, parce que avant ça, il a publié déjà ses mémoires de la Première Guerre mondiale, qui s'appelait World Crisis. Et ça, il a étalé la publication entre 1923 et 1931. 6 tomes, là aussi. Et un peu après, ça, je crois que c'est après le prix Nobel, il a publié en 4 tomes, encore une fois, là, c'est A History of the English-Speaking People. Ça, c'est publié entre 56 et 58. Puis là, il couvre l'histoire du Royaume-Uni, de l'Irlande, l'histoire des États-Unis, un petit peu des Dominions aussi, là, donc Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et donc, c'est vraiment un travail colossal, un travail d'historien, mémorialiste aussi, tout ça un peu mélangé, l'autobiographie. Mais il y a vraiment une part historienne importante dans ce livre-là. C'est sûr que c'est un politicien qui écrit sur son passage en politique. Donc, il y a des bouts où il va enjoliver ce qui est arrivé, il va cacher certaines informations, mais il y a quand même un énorme travail de recherche, de documentation là-dedans, qui fait qu'un historien peut en prendre et en laisser. Il doit toujours contre-vérifier ce qu'il y a là-dedans, mais c'est quand même une source majeure d'informations là, ce qu'il y a dans ce livre-là. Ben, c'était ça ma question un peu, c'était est-ce que il se donne le beau rôle finalement là-dedans, tu sais, où il présente à la fois ses succès et ses échecs. Comment ça fonctionne? Il présente les succès et les échecs, il présente tout. C'est sûr que il y a des historiens par la suite qui ont fait le travail de relire le Second World War de Churchill au complet, puis de noter, OK, ici c'est vrai. Ici, c'est vrai, mais il a oublié de mentionner 2-3 choses. Ah, c'est drôle, ici, il a complètement passé par-dessus un épisode. Bon, il y en a il y a un moment là où Churchill, il dit là, je sais pas, là, les députés en chambre, ils m'écoutaient pas quand je parlais, etc. Puis là, il y a un historien qui a commenté tout ça en disant, ouais, ce que Churchill mentionne pas, c'est qu'il était sous en chambre à ce moment-là, au moment où il parlait. Donc, les autres députés lui accordaient pas une grande crédibilité en ce moment-là. Mais tu sais, donc Churchill, il cache certaines choses comme ça. Mais il montre quand même les hauts et les bas, autant de son action personnelle que de ce qui se passe dans la guerre, puis pour le Royaume-Uni en général. Parce que ce que Churchill a réussi à faire dans ce merveilleux livre, c'est d'aller vraiment aux deux niveaux. Et il passe son temps à alterner entre, disons, il prend beaucoup de recul, puis il va décrire la géopolitique, les rapports entre l'Allemagne, l'Union soviétique, l'Italie, l'Autriche, la France, la Grèce, le Royaume-Uni, évidemment. Plein d'autres pays. Puis là, on est vraiment dans les tractations de haut niveau. Il va nous parler de ça. Il va aussi aller complètement à l'autre extrême. Il va nous décrire les moindres déplacements des divisions sur le front, sur tous les fronts. Il va couvrir à peu près tout. C'est vraiment très précis avec une grosse documentation. Puis entre les deux, ben, il y a son action personnelle à lui. Donc, on voit
ben lui, il s'est levé ce matin-là, il est allé dans son cabinet, il a rencontré telle personne, il a parlé à un autre député, ils se sont engueulés sur un sujet précis. Donc, on est vraiment sur ces 3 portraits-là à la fois. Ça ajoute vraiment au fait que c'est grandiose. Mm-hmm. Mais moi, j'avoue humblement que je connais pas beaucoup de Churchill. J'avoue que de la Deuxième Guerre mondiale, je suis un indécrottable gaulliste. Là. J'ai beaucoup lu De Gaulle lui-même et sur De Gaulle, mais moins sur Churchill. Mais voilà, le personnage est quand même vraiment fascinant. Je sais pas, est-ce que tu connais les circonstances de l'écriture? Tu sais, il y a ce qui paraît, il écrivait dans son lit, couché, il était en buvant son litre de scotch par jour. Je sais pas. C'est à peu près ça, oui. Puis Churchill, il s'est mis très tôt à l'écrire aussi. Et il l'a dit même pendant la guerre. Il l'a dit à un député de l'opposition. Puis en fait, il l'avait dit avant la guerre même. Il avait dit « L'histoire vous jugera durement. » Et je le sais parce que c'est moi qui l'écrirai. Donc, il avait dit ça alors avant qu'il revenait au pouvoir. Donc, ce serait pas pendant la guerre. C'est dans les années 30. Il était toujours député conservateur, mais il était un député d'arrière-ban. Il était vu comme un vieux dépassé, complètement déconnecté, un Soulon sur son banc à la Chambre des communes. Ce qui n'était pas nécessairement faux non plus. Fou, mais c'était quand même un des seuls à avoir raison sur la guerre qui s'en venait. Sur la guerre qui s'en venait, sur la menace qui pesait sur l'Angleterre. Et c'est ça. Donc, lui, ça fait longtemps qu'il s'y était préparé. Il avait déjà eu l'expérience d'écrire ses mémoires de la Première Guerre mondiale. Donc, ça a été un travail quotidien dès qu'il a perdu le pouvoir. Il est allé chercher le maximum d'ouvrages qu'il pouvait. À notre connaissance, là, de tout le monde qui l'ont lu, qui ont étudié ça, il n'y a pas vraiment eu recours à d'autres personnes qui auraient écrit des passages entiers à sa place. Okay. C'est vraiment lui qui a écrit ça. Puis aussi, un autre aspect qui est fascinant avec ce livre-là, puis c'est pour ça que j'ai amené le premier tome en particulier, à mon sens, c'est le meilleur. Churchill, il remonte bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Il commence en 1919, en fait. Puis là, il nous dresse un énorme portrait géopolitique à très haut niveau de la situation de l'Europe. Pourquoi, à son avis, c'était presque écrit dans le ciel là, qu'il allait y avoir une guerre. Parce que les Alliés, au fur et à mesure, ont pris une série de décisions qui allaient contre leurs propres intérêts, puis alors qu'ils auraient pu souvent, mettons, casser Adolf Hitler dès le début, mais ils ont toujours laissé ça aller. Mais le récit que Churchill fait de ça, c'est vraiment marquant. Il y a certains moments là en particulier, quand il va décrire, par exemple, la personnalité des différents premiers ministres britanniques pendant l'entre-deux-guerres, puis toute la classe politique britannique en général. Il va décrire les conservateurs, il va décrire les conservateurs, les libéraux, les travaillistes. Il parle un peu de tout le monde. Et il va dire à travers ça que, en fait, il va décrire chacun des personnages, des principaux chefs, pour montrer en quoi tout le monde était un peu indécis, il n'avait pas vraiment envie d'aller vers la guerre. Il fait ressortir ça à chaque fois. Puis il y a un moment précis, on est au début de 1939. L'année précédente, la Tchécoslovaquie a été démembrée. L'Allemagne a pu en prendre une partie. Les Tchèques n'ont même pas été consultés. Mais là, l'Angleterre et la France promettent à la Tchécoslovaquie, ben là, si l'Allemagne attaque à nouveau, on est là pour t'aider. Puis là, il y a le moment où c'est fait, l'Allemagne envahit le reste de la Tchécoslovaquie. C'est entendu avec les nazis en Slovaquie pour qu'ils fassent sécession. Puis là, en une journée ou deux, la Tchécoslovaquie n'existe plus, de fait. Fait que là, les députés se réunissent au Parlement à Londres. Il y a le gros débat là-dessus. Tout le monde s'attend à ce que le premier ministre Chamberlain dise OK, ben là, on active le traité, notre allié est envahi, occupé tout de suite, il faut intervenir. Puis Chamberlain qui dit la Tchéquie a été annexée, la Slovaquie a fait sécession, donc la Tchécoslovaquie n'existe plus, donc notre traité n'a plus de valeur juridique, on n'est pas obligé d'aller les aider. Puis là, Churchill, la façon même qu'il décrit ça, puis qu'il dit « Encore aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment un être humain sensé a pu arriver avec un raisonnement comme celui-là. » Mais tout le récit qu'il fait, c'est vraiment fascinant, puis c'est encore plus vrai quand on rentre dans la guerre, là. Puis quand il va vraiment tout décrire, vraiment chacune des opérations, là, on a vraiment souvent l'impression d'être là
que ce soit dans son conseil des ministres, dans ses rencontres avec Roosevelt ou Staline ou avec De Gaulle, ou sur les champs de bataille, la bataille d'Angleterre, la bataille d'El Alamein en Égypte, un peu partout. J'ai rarement lu un livre aussi complet puis aussi épique dans sa façon d'écrire les événements sur plusieurs niveaux. Là. Et tu l'as lu en anglais? Je l'ai lu en anglais, je l'ai lu en français aussi. Ah, la version française récente, là, il y a déjà eu une version française intégrale qui a été publiée un peu après que l'original soit sorti. La traduction, un peu moyenne. Dès le moment où c'est sorti, elle a été critiquée. Là, ce qui circule beaucoup, c'est une version abrégée, en 2 tomes. Disons que ça fait la job pour quelqu'un qui veut s'initier un peu à tout ça. Moi, c'est par là que j'ai commencé à le lire. Je l'ai lu en premier dans la version abrégée en français. Mais même la traduction là, en français était tellement exceptionnelle que je me suis procuré la version anglaise pour voir le niveau, là, comment ça se comparait. Puis la version en 6 tomes, c'est à des années-lumière au-dessus encore. Là. Mm-hmm. C'est vraiment un des grands livres politique, historique qui m'a marqué là, dans ma lecture, dans mon parcours de lecteur. Mm-hmm. Moi, il y a une des choses qui me fascine de tous ces... des chefs d'État qui écrivent. Justement, on parle de Gaulle. Il y a quand même quelque chose là d'important, à mon sens, qui se perpétue encore aujourd'hui d'une certaine manière, mais on n'a pas l'impression que... c'est-à-dire que ça, c'est des époques qui sont historique et politique, où tu as de véritables débats. Aujourd'hui, la politique, je ne veux pas entrer dans la polémique, mais c'est beaucoup une question d'administration, beaucoup d'administration de budget pour le meilleur et pour le pire. On a vu quand même dans des moments beaucoup plus calmes sur le plan de la violence. Mais ce qui me fascine, c'est que ces gens-là sont des amateurs, des amoureux d'histoire et savent qu'ils font partie de l'histoire à ce moment-là. Mm-hmm. Et d'où l'importance, justement, très rapidement, d'écrire sur cette époque-là. Mm-hmm. Et ça, il y a peut-être quelque chose de quand même spécifique, là, d'être autant conscient de faire l'histoire au moment où on l'a fait, pas après 10-15 ans. Mm-hmm. D'ailleurs, est-ce que Churchill écrit ou parle d'une quelconque manière de ses lectures? Est-ce qu'il compare à des situations historiques, des grandes guerres? Là, j'essaie de me rappeler parce que là, je fais la chronique là-dessus. Ça fait quand même un moment que j'ai pas lu ce livre-là. En tout cas, c'est vraiment pas marquant. C'est pas ça qui ressort des 6 tomes de Second World War. Mais à d'autres occasions, oui, il a parlé de ses lectures. Puis évidemment, lui, comme la plupart des auteurs dont on a parlé jusqu'à maintenant dans nos différents épisodes, c'est un lecteur de classiques. Mm-hmm. Lui, il lit Cicéron, il est en train de préparer un discours ou quoi que ce soit, puis tout d'un coup, il cherche une formule, il sait pas trop comment dire, puis il s'en va finalement chercher un livre de Cicéron parce qu'il se rappelait que dans ses études, il y avait une phrase là, précise qu'il avait marquée, puis là, il s'en va chercher un livre, puis là, c'est ça qu'il voulait dire. Mm-hmm. Thucydide, Homère, oui, il a lu tout ça, ça l'a beaucoup marqué. Voilà, ce serait à peu près ma réponse. Est-ce que tu as des souvenirs de, justement, est-ce qu'il parle de sa formation? Quelle était sa formation? Est-ce qu'il y a eu comme une formation en droit comme plusieurs politiciens de l'époque? Non, en fait, Churchill c'était pas un excellent élève étudiant. Puis lui, il venait d'une grosse famille de la noblesse anglaise, mais il était pas l'aîné, donc il était pas le plus favorisé en termes d'héritage. C'est pour ça qu'il est rentré dans l'armée, j'imagine. Exactement. Il est allé dans l'armée, puis il s'est fait un nom un peu par lui-même. Évidemment, son nom de famille était connu de tous. Mm-hmm. Son père a été longtemps député et ministre conservateur. Lui, mais malgré ça, sa renommée, il l'a vraiment faite par lui-même parce que il est entré dans l'armée, il a fait la guerre des Boers en Afrique du Sud, il était fait prisonnier, il s'est évadé, puis il a fait le récit de son évasion, il l'a publié dans les journaux, il en a fait un livre. Là encore, à quel point c'est romancé, exagéré, sans doute. Là, il était le seul qui était là. Il est le seul à pouvoir décrire comment ça se passait, donc peut-être qu'il a grossi le trait un peu. Puis c'est avec ça que là, le Parti conservateur l'a vu, puis a dit, lui, on va aller le chercher, puis il est entré en politique. Fait, il y a eu une formation, mais il y a aussi en même temps eu, disons que c'est une formation un peu moyenne dans le sens au sens institutionnel. Là. Il n'est pas allé jusqu'au bout, mais sa formation, il a quand même continué par après à côté de façon à moitié autodidacte. Là. Donc voilà, mais toujours en plongeant dans les classiques en général. J'entends. Qui l'ont suivi toute sa vie.
Exact, qui l'ont suivi toujours. Et quand tu parlais de l'histoire, c'est vrai que Churchill avait constamment conscience qu'il était en train de faire l'histoire. Il pouvait aussi se comparer avec des événements précédents de l'histoire britannique ou de l'histoire militaire en général. Il va faire des références souvent à Napoléon. Il a beau être un Britannique, il est fasciné par Napoléon. Il est obsédé par Napoléon. Il trouve que c'est un très grand personnage. Ou sinon, il est capable de prendre beaucoup de recul. Il y a un moment où il décrit, par exemple, en 1942, la chute de Singapour aux mains des Japonais. Je me rappelle plus c'est dans quel tome, par contre. Le premier tome, il s'arrête au moment où Churchill devient premier ministre, en mai 40. Mais plus tard, donc, il décrit ça. Puis à quel point Singapour était le centre du dispositif de défense de l'Empire britannique en Asie, dans l'océan Indien. C'était à cheval entre tout ça. Toutes les colonies britanniques, les Dominions, comptaient là-dessus parce qu'il y avait une défense énorme qui était là-bas. Il y avait tout prévu, sauf défendre la terre, parce que le seul point de terre de Singapour, ça donne sur la Malaisie, qui était aussi une possession anglaise. Mais là, quand les Japonais ont pris la Malaisie, Singapour se retrouve complètement encerclé. Et les Japonais ont encerclé la ville, ils les ont coupés de leur ravitaillement. Et alors qu'il y avait une force militaire infiniment inférieure à celle des Britanniques sur place, juste parce qu'ils ont coupé le ravitaillement, les Britanniques ont dû se rendre. Singapour est tombé. Toute la défense de l'Empire britannique en Asie a été fragilisée d'un coup. Puis Churchill, là, après, il compare ça avec l'histoire anglaise en général. Puis il dit, à ce moment-là, il est décrit comme ça, j'ai perdu la face aux Américains. J'ai montré que le Royaume-Uni ne pouvait plus se défendre par lui-même. Puis c'était le pire jour de l'histoire militaire du Royaume-Uni et de l'Angleterre depuis le Moyen Âge. Là. En termes de nombre d'unités qui ont été défaites, puis etc., à ses yeux, c'était la pire catastrophe. Puis il fait vraiment un parallèle avec le passé. Il est vraiment constamment ancré dans l'histoire. Puis, ça me fait penser, tu dis qu'il y avait une grande admiration ou du moins une grande curiosité pour Napoléon, là. Mais c'est comme ça que je sais pas si c'est comme ça que commence le discours, mais il y a son discours célèbre de We Shall Fight qui commence, enfin l'extrait qui est sur YouTube commence par quand Napoléon voulait envahir l'Angleterre, on lui a dit que « They are bitter weeds in England », c'est-à-dire que le sol est amer, faites attention. Ouais, voilà, on voit quel genre de personnage, surtout dans sa conception du rapport de force, de la politique, qui a pu sculpter une personnalité telle que Churchill. C'est-à-dire que ça prenait très certainement un regard, disons, faute de meilleurs termes, dépassionné dans les années 20, 30, pour, après les horreurs de la Première Guerre mondiale, de dire... Certes, nous avons vécu des horreurs, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser en rapport de force, en machiavélien, c'est-à-dire que la morale ne fait pas nécessairement partie de l'histoire et de la politique, de sorte que avec les données que nous avons devant nous, c'est-à-dire l'Allemagne qui se reconstruit, qui veut rattacher faites la liste de le communisme en Russie, qui a des visées impérialistes, etc. Il nous apparaît clair, si nous suspendons la morale et le fait que nous avons vécu des horreurs, qu'une guerre se prépare. T'sais. En effet, puis ça, c'est un autre contraste qu'on peut voir avec Churchill puis les autres politiciens de son époque qui tous se disaient pacifistes, et c'est à ce titre-là qu'il disait il ne faut pas faire la guerre avec l'Allemagne parce qu'on veut pas revivre la Première Guerre mondiale, etc. Churchill, lui, était prêt à faire la guerre à l'Allemagne dès les années 30, assez vite, là, quand l'Allemagne a commencé à se réarmer. Mais Churchill, lui, contrairement à la plupart des politiciens, il avait vécu la Première Guerre mondiale. Puis pas seulement au sens qu'il était aux affaires, parce que c'est vrai, il a été ministre pendant la Première Guerre, mais il y a eu un moment où, on rentrera pas dans tous les détails là, de la Première Guerre, mais il est un peu tombé en disgrâce. Il y a eu une opération en Turquie qui a mal tourné. Balfour, c'est ça? C'est dans les Dardanelles. Ouais, OK. Il y a à Gallipoli, là, il y a eu un débarquement, puis ça a été un fiasco, et c'est Churchill qui a porté le blâme. Puis après ça, il a perdu son ministère de la Marine, puis là, il se dit, qu'est-ce que je fais? Mais Churchill, toujours en quête d'aventure, il s'enrôle alors qu'il est député. Puis il s'en va dans les tranchées. Il s'en va se battre en France et en Belgique, je sais plus. Bref, c'est sur le front ouest. Mais il a vécu la guerre dans les tranchées, lui, aux côtés des soldats. Donc, il savait précisément ce que c'était, contrairement aux autres politiciens, les vieux politiciens qui, eux, disaient, nous, on veut la paix, on veut pas la guerre. Ils n'ont pas connu la guerre. Churchill avait connu ce que c'était la Première Guerre mondiale réellement. Et ça ne l'a pas empêché encore une fois qu'il est revenu aux affaires dans la politique de haut niveau,
de vouloir y aller, etc. Donc, autant dans sa vie personnelle que dans la façon qu'il raconte son histoire et l'histoire en général, c'est quelqu'un qui joue vraiment sur plusieurs niveaux d'intensité. Là. Mais d'ailleurs, on connaît tous la célèbre phrase « Qui veut la paix prépare la guerre ». Mais il y avait un des ministres de Napoléon, d'ailleurs, qui disait l'inverse, qui veut la guerre prépare la paix. Et j'ai l'impression, du peu que je connais de Churchill, que c'est ce qu'il a dit tout au long des années 20, des années 30. C'est-à-dire, il disait aux pacifistes, vous croyez que vous œuvrez à la paix en prônant la paix, sauf que, pour faire référence à Weber, aux savants et aux politiques, ce n'est pas parce qu'on professe X que X se réalisera. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes des pacifistes que vous allez réaliser la paix. Et effectivement, comme disait le ministre de Napoléon, dont le nom m'échappe, qui veut la guerre prépare la paix. C'est-à-dire, en œuvrant à la paix, il arrive plus souvent qu'autrement qu'on s'affaiblisse au point d'être une cible, une proie. Tout à fait. Non, mais j'avais pas entendu cette phrase-là avant. Je sais pas si Churchill l'avait déjà lu, mais je pense que ce serait quand même une belle façon de résumer ce qui a passé les années 30 à répéter à tout le monde à la Chambre des communes à Londres. En effet. Et c'est le récit... Donc, c'est le récit d'un individu qui se tient debout contre un groupe aussi, en quelque sorte. Là. Aussi, donc, oui. Et ça revient souvent. À nouveau, c'est pas parce qu'on est le seul devant un groupe qu'on a raison. Faut pas faire ce raisonnement inverse. Ce raisonnement-là. Mais il y a quelque chose de fondamentalement courageux là-dedans. D'être capable de se tenir debout, d'être convaincu de ce qu'on voit. Et que finalement, l'histoire lui a donné raison sur tout ce qui s'est passé en Deuxième Guerre mondiale. Là. En effet. Puis, mais il y avait chez lui ce don-là de voir que, momentanément, disons, il a été seul contre tous, là, quand il disait qu'il fallait se préparer. Puis, il y a le moment aussi, on le voit davantage dans le deuxième livre, quand il est devenu premier ministre. Puis là, quand la France tombe, l'Angleterre est seule en guerre. Il y a des tractations, il y a des gens dans son gouvernement qui sont pas sûrs. Est-ce que l'Angleterre doit quitter la guerre? Est-ce qu'elle doit continuer? Et donc, autant il est seul contre tous à différents moments face aux politiciens, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de connecter avec le sentiment profond qu'il y a peut-être dans la culture britannique, dans le peuple britannique. Il y avait quelque chose d'enfoui. Oui, une crainte de la guerre, mais quand même une certaine fierté, un patriotisme, une volonté de résister. Et il y a ces fameux discours là, du printemps et de l'été 1940, là, quand il veut mobiliser sa population qui se fait bombarder. Il va vraiment chercher très loin là, pour montrer qu'on est le dernier rempart. Si l'Angleterre tombe, le reste du monde libre va tomber. Oui, c'était vraiment ça le discours. Hein. Exact. Donc, il insistait vraiment là-dessus. Les États-Unis sont pas... S'ils finissent par entrer en guerre, ça va prendre du temps, puis ils vont embarquer avec nous. Sauf qu'à ce stade-ci, si l'Angleterre tombe, c'est fini. Là. Après ça, tout va être balayé. Donc, il répète ça à tout le monde. Donc, il y a un côté seul contre tous, mais il y a aussi le côté où il est capable d'être le seul qui incarne la volonté générale aussi. C'est lui qui parle au nom de tout le monde en même temps. Il y a comme ce basculement-là dans sa vie, dans son histoire. C'est vrai. Très bien. Merci, Pierre. Ça fait plaisir. Très généreuse chronique, passionnant. Alors, merci d'avoir été des nôtres. On vous invite, une fois de plus, à mettre un pouce sur la vidéo, à cliquer sur s'abonner, à visiter nos réseaux sociaux, à visiter notre chaîne YouTube, à nous écrire si vous voulez. Tous les détails sont sur la chaîne. On vous remercie d'avoir été des nôtres et à bientôt.